Le moment que je redoutais le plus était arrivé. Après 43 ans passés aux côtés d'Henri, mon mari, la vie semblait avoir perdu tout son sens lorsqu'il est parti en cet automne pluvieux à Lyon. À 68 ans, je me suis retrouvée seule dans notre maison centenaire, entourée uniquement de souvenirs et du bruit constant de la pluie frappant les vitres embuées. Les feuilles dorées couvraient les rues étroites du vieux Lyon, créant un tapis mélancolique qui reflétait mon âme endeuillée. C'est alors que Marie, ma fille unique, est arrivée accompagnée de son mari, Jean-Luc, les visages graves et les regards fuyants. L'atmosphère du salon, autrefois si chaleureuse avec ses vitraux anciens filtrant la douce lumière de l'après-midi, s'est transformée en quelque chose de lourd et de menaçant. Je sentais que quelque chose de terrible était sur le point de se produire, comme si l'air lui-même était devenu plus dense autour de nous. Jean-Luc, mon gendre de 35 ans, avait toujours été un homme ambitieux et calculateur. Des traits de caractère qui m'avaient déplu dès notre première rencontre. Il travaillait comme agent immobilier à Lyon et avait ce regard froid de celui qui voit des opportunités financières dans chaque situation. Ce jour-là, il s'est assis dans le fauteuil d'Henri sans cérémonie, un geste qui m'a transpercé comme une lame affûtée. Marie est restée debout près de la fenêtre, évitant mon regard tandis que les gouttes de pluie glissaient le long de la vitre comme des larmes silencieuses. L'horloge ancienne au mur marquait 16h15 quand il a prononcé les mots qui allaient tout changer entre nous. « Claire, vous devez comprendre qu'Henri a laissé des dettes considérables. » Ces mots ont résonné dans la pièce comme un écho perturbant, chargé d'intentions que je ne comprenais pas encore entièrement, mais qui me donnaient déjà froid dans le dos. C'est alors qu'il s'est penché en avant, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et a prononcé la sentence qui resterait gravée à jamais dans ma mémoire. « Vous n'aurez rien. » L'impact de ces mots a été comme un coup de poing dans l'estomac, me coupant le souffle pendant quelques secondes interminables. Marie a baissé la tête, visiblement gênée, mais n'a pas dit un mot pour me défendre. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le bruit rythmique de la pluie et le tic-tac implacable de l'horloge. Pendant ces secondes qui ont semblé éternelles, j'ai senti une force intérieure que je ne savais pas posséder, une détermination qui grandissait en moi comme une flamme attisée par le vent. J'ai regardé Jean-Luc droit dans les yeux. J'ai pris une profonde inspiration et, de la voix la plus sereine que j'ai pu rassembler, j'ai répondu « Attendez le tribunal ». J'ai vu son visage pâlir instantanément, comme s'il avait vu un fantôme, et ce fut mon tour de sourire. Les jours suivants, l'atmosphère à Lyon semblait encore plus tendue que le climat automnal ne le permettait. Je marchais dans les rues pavées mouillées, observant les eaux tumultueuses du Rhône et de la Saône se rencontrer au cœur de la ville, comme une métaphore parfaite du conflit qui se déroulait dans ma vie. J'ai cherché un avocat spécialisé en droit des successions, Maître Dubois, un homme expérimenté aux cheveux grisonnants qui m'a reçu dans son élégant bureau du 2e arrondissement. Il a écouté attentivement ma version des faits tout en feuilletant les documents que Jean-Luc avait présentés comme preuve des prétendues dettes d'Henri. Pendant notre conversation, qui a duré près de 2 heures, j'ai découvert que mon mari avait été bien plus prudent que je ne l'avais imaginé, laissant des registres détaillés de toutes les transactions financières des 10 dernières années. Maître Dubois a souri discrètement en analysant les papiers, murmurant « Madame Claire, je crois que votre gendre vous a sous-estimé, ainsi que votre défunt mari. La préparation du procès a consommé les semaines suivantes de ma vie, transformant mes journées en une routine intense de recherche, de réunions et de découvertes surprenantes. Henri, pendant toutes ces années, avait méticuleusement conservé chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque correspondance liée aux finances familiales dans un dossier bleu que j'ai trouvé caché dans son bureau. Parmi les documents, j'ai découvert des lettres qu'il m'avait écrites, prévoyant exactement cette situation et expliquant où trouver les preuves que notre situation financière était bien plus solide
que ce que Jean-Luc tentait de faire croire. Les après-midi pluvieux, je m'asseyais au café La Consigne, près de la place Bellecour, savourant un café au lait tout en organisant les papiers et en observant les passants pressés, se protégeant de la pluie, avec des parapluies colorés. À chaque document analysé, ma confiance grandissait, tout comme ma détermination à montrer à Jean-Luc qu'il avait choisi la mauvaise adversaire pour sa bataille à vide. Le jour du jugement est arrivé avec un ciel particulièrement sombre sur Lyon, comme si la nature elle-même était en phase avec la gravité du moment. Vêtu de mon meilleur tailleur bleu marine, le même que j'avais porté au mariage de Marie, il y a 10 ans, j'ai parcouru les couloirs du tribunal de grande instance avec un mélange de nervosité et de détermination dans les veines. Jean-Luc était là avec son avocat, affichant une confiance arrogante qui me rappelait pourquoi je n'avais jamais vraiment pu l'apprécier. Quand mon tour est venu de présenter les preuves, j'ai vu son visage se transformer progressivement, passant de l'arrogance initiale à la perplexité, puis au désespoir. Le juge a examiné attentivement chaque document que j'ai présenté, chaque preuve de la manipulation tentée par mon gendre, chaque évidence qu'Henri avait prévu cette situation et s'était préparé à me protéger. À la fin de l'audience, lorsque j'ai entendu le verdict favorable résonner dans la salle, j'ai senti qu'Henri était là avec moi, souriant discrètement tandis que la justice triomphait de l'avidité et de la manipulation familiale. La victoire au tribunal m'a apporté un soulagement que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Mais elle a aussi révélé l'étendue réelle de l'abîme qui séparait désormais ma famille. Marie avait du mal à me regarder dans les yeux lorsque nous sommes sortis du tribunal, marchant en silence dans les rues mouillées du centre de Lyon, tandis que Jean-Luc disparaissait rapidement dans la foule, évitant toute confrontation supplémentaire. L'automne français était à son apogée, les arbres des boulevards affichant des tons dorés et orangés qui contrastaient avec le gris lourd du ciel chargé de nuages. J'ai décidé de marcher jusqu'au parc de la Tête d'Or pour digérer tout ce qui s'était passé, sentant l'air frais remplir mes poumons, en observant les familles se promener tranquillement autour du lac. C'est là, assise sur un banc de bois devant l'eau sereine, que j'ai compris que la vraie bataille ne faisait que commencer. Il ne s'agissait plus d'argent ou de propriété, mais de reconstruire les liens familiaux qui avaient été déchirés par l'avidité et l'orgueil blessé d'un homme que je croyais connaître. Les jours suivants se sont déroulés dans un silence assourdissant de la part de Marie, qui ne répondait ni à mes appels, ni à mes messages. Jean-Luc avait convaincu ma fille que j'étais la méchante de l'histoire, déformant les faits de manière à se présenter comme victime d'une injustice judiciaire. J'ai passé des après-midi entiers à marcher le long des rives du Rhône, observant les eaux sombres couler vers la Méditerranée, emportant des feuilles mortes et de petites branches comme des métaphores des débris familiaux qui s'accumulaient autour de moi. L'hiver approchait lentement, et les premières gelées matinales commençaient à couvrir les toits d'ardoise de mon quartier d'un manteau cristallin qui brillait sous la lumière pâle du soleil levant. Maître Dubois m'a appelé plusieurs fois pour discuter des prochaines étapes légales, mais je savais qu'aucune victoire devant les tribunaux ne pourrait réparer le dommage émotionnel qui avait été causé. La solitude pesait sur mes épaules comme un manteau de plomb, faisant de chaque repas solitaire un rappel douloureux de tout ce que j'avais perdu en plus d'Henri. C'est au cours d'une de ces promenades mélancoliques que j'ai rencontré Margot, une ancienne voisine qui avait déménagé dans le sud de la France il y a 5 ans, mais qui était de retour à Lyon pour rendre visite à sa famille. Elle m'a salué avec ce sourire chaleureux qui l'avait toujours caractérisé, et j'ai vite compris qu'elle ne savait rien de ma situation familiale. Elle m'a invité à prendre un café aux Halles de Lyon, Paul Bocuse, où nous avons commandé 2 tasses d'expresso accompagnées de madeleine, encore chaudes. Margot a écouté patiemment pendant que je me confiais sur tout ce qui s'était passé ces derniers mois, depuis la mort d'Henri jusqu'à la confrontation judiciaire avec Jean-Luc. Ces mots ont été comme un baume pour mon âme blessée. Claire, vous avez fait ce que toute femme de caractère ferait. Henri serait fier de la force que vous avez démontrée. Pour la première fois depuis des semaines,
J'ai senti que quelqu'un comprenait réellement ma position, validant mes choix sans me juger. Cet après-midi a passé très vite, alors que nous parlions de la vie, de la famille et des complexités des relations humaines qui se révèlent en temps de crise. Margot a suggéré que je fasse un voyage en Provence, où elle avait acheté une petite maison à Aix-en-Provence, après avoir pris sa retraite de l'enseignement. L'idée de quitter Lyon, même temporairement, semblait être exactement ce dont mon âme fatiguée avait besoin. Dans les 2 semaines suivantes, j'ai organisé mon départ avec le soin de quelqu'un qui planifie une expédition. J'ai choisi des vêtements adaptés au climat méditerranéen. J'ai acheté des guides de voyage sur la région et j'ai même acquis un nouveau carnet pour y consigner mes impressions et mes réflexions. Le voyage en train jusqu'à Aix-en-Provence a été une expérience transformatrice. J'ai vu le paysage français changer progressivement devant la fenêtre, passant des tons gris du nord au doré et ocre du sud, tandis que le soleil devenait plus lumineux et l'air plus léger à chaque kilomètre parcouru. Quand je suis finalement arrivée à la gare d'Aix-en-Provence, Margot m'attendait avec un bouquet de lavande fraîche et ce même sourire accueillant qui avait illuminé mon après-midi difficile à Lyon. J'ai senti que je commençais un nouveau chapitre de ma vie, loin des ombres du conflit familial. La maison de Margot à Aix-en-Provence était exactement ce dont mon âme avait besoin. Petite, confortable, avec des fenêtres donnant sur un jardin rempli d'oliviers et de lavande qui parfumait l'air de sa fragrance douce et relaxante. Nous passions les matins à nous promener au marché local, achetant des tomates mûres, des fromages artisanaux et des pains encore chauds que nous dégustions sur sa terrasse sous le soleil généreux de la Provence. Les après-midi étaient consacrés à de longues conversations arrosées de rosée locale, tandis que nous observions le coucher de soleil peindre le ciel de tons rosés et orangés que je n'avais jamais vu à Lyon. Margot m'a parlé de son propre cheminement de redécouverte après son divorce, 10 ans auparavant, et comment elle avait appris qu'il faut parfois s'éloigner temporairement de ce que l'on aime pour voir clairement ce qui en vaut vraiment la peine. Ces mots résonnaient en mon esprit, tandis que je marchais seule dans les rues pavées d'Aix, admirant les façades colorées et ressentant une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Chaque jour passé dans ce refuge méditerranéen m'aidait à digérer tout ce qui s'était passé et à envisager un avenir possible, au-delà de la douleur et du ressentiment. Après une semaine en Provence, j'ai senti que j'étais prête à retourner à Lyon. Mais cette fois, avec une perspective complètement différente sur ma situation. La distance et la tranquillité du sud de la France m'avaient donné la clarté nécessaire pour comprendre que je ne pouvais pas contrôler les réactions de Marie ou de Jean-Luc, mais que je pouvais choisir comment y répondre. Pendant le voyage de retour, j'ai rédigé une lettre à ma fille. Non pas pour me justifier ou m'excuser, mais pour exprimer mon amour inconditionnel et ma disponibilité au dialogue quand elle serait prête. Je suis arrivée à Lyon en fin d'après-midi, un jeudi pluvieux. Mais cette fois, la pluie ne m'a pas semblé mélancolique. C'était comme si la ville était lavée et renouvelée, tout comme moi. J'ai trouvé la lettre de Marie qui m'attendait dans la boîte aux lettres, et mes mains ont légèrement tremblé en l'ouvrant. Ces mots étaient peu nombreux, mais suffisants. Maman, j'ai besoin de temps pour tout comprendre, mais je veux que tu saches que je t'aime. Je me suis assise dans le fauteuil d'Henri. J'ai regardé les vitraux qui filtraient la douce lumière du crépuscule, et j'ai souri, sachant que j'avais choisi le bon chemin, même si c'était le plus difficile. L'hiver est arrivé à Lyon avec sa rigueur habituelle. Mais cette fois, je l'ai accueilli avec une sérénité renouvelée, comme on embrasse un vieil ami après une longue absence. Les rues couvertes de neige créaient un silence contemplatif qui correspondait parfaitement à mon état d'esprit introspectif. J'ai établi une nouvelle routine qui incluait des promenades matinales dans le parc de la Tête d'Or, même lorsque la température était négative, sentant l'air glacial purifier mes poumons et mes pensées. Les après-midi, je fréquentais la bibliothèque municipale, où j'ai redécouvert ma passion pour la lecture, me perdant dans des biographies de femmes fortes
qui avait de surmonter des adversités plus grandes que les miennes. Les livres sont devenus des compagnons fidèles, remplissant le vide laissé par le silence familial avec des histoires de courage et de renaissance. J'ai également commencé à écrire dans mon journal, enregistrant non seulement les événements quotidiens, mais aussi mes réflexions sur le pardon, la famille et la capacité humaine à se réinventer même aux étapes les plus matures de la vie. En janvier, Marie m'a enfin appelée et sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle a prononcé les mots que j'attendais tant. « Puis-je venir vous voir cet après-midi » J'ai préparé du thé et des biscuits faits maison, les mêmes qu'elle adorait enfant, et j'ai attendu son arrivée avec un mélange d'anxiété et d'espoir qui battait fort dans ma poitrine. Quand elle est arrivée, elle semblait plus maigre et fatiguée, avec des cernes qui trahissaient des nuits agitées et le poids émotionnel des derniers mois. Nous nous sommes assises dans la cuisine, le même endroit où nous avions partagé des milliers de conversations au fil des ans. Et pendant quelques minutes, nous nous sommes juste regardés en silence, comme si nous nous reconnaissions à nouveau après une longue séparation. Marie a brisé le silence en avouant que Jean-Luc était devenu de plus en plus contrôlant et amer après la défaite au tribunal, projetant ses frustrations sur elle et créant un environnement domestique toxique qui détruisait son bien-être émotionnel. J'ai écouté sans l'interrompre, offrant seulement ma présence et ma compréhension, comprenant qu'elle avait besoin de parler avant que je puisse offrir le moindre réconfort. Les larmes ont coulé sur le visage de Marie lorsqu'elle a avoué « Maman, je savais que Jean-Luc avait tort, mais j'avais peur de me retrouver seule si je l'affrontais. » Ces mots ont révélé une vulnérabilité que je n'avais pas perçue depuis des années, me rappelant la petite fille incertaine qu'elle avait été avant de connaître Jean-Luc. J'ai tenu ses mains glacées entre les miennes et j'ai dit doucement « Ma chérie, tu ne seras jamais seule tant que je serai là. » Nous avons passé le reste de l'après-midi à parler de ses peurs, de ses doutes conjugaux et de son besoin de reconstruire l'estime de soi qui avait été systématiquement détruite par des années de manipulation psychologique. J'ai proposé qu'elle commence une thérapie, m'offrant de l'accompagner aux premières séances, si nécessaire. Lorsque Marie est partie au crépuscule, j'ai réalisé que j'avais retrouvé non seulement ma fille, mais aussi un but renouvelé, l'aider à redécouvrir sa force intérieure et son indépendance. La réconciliation n'était que le premier pas d'un long chemin de guérison que nous parcourions ensemble, main dans la main, comme cela aurait dû être depuis le début. Dans les semaines qui ont suivi, Marie a commencé à venir régulièrement chez moi, et notre relation s'est reconstruite lentement, comme une plante délicate qui refleurit après une période de sécheresse sévère. J'ai découvert que Jean-Luc avait systématiquement isolé ma fille de ses amis et de sa famille, une tactique classique de contrôle émotionnel que je n'avais pas su reconnaître à temps. Je l'ai encouragée à renouer avec ses anciennes amies, à reprendre les cours d'aquarelle qu'elle avait abandonnés des années auparavant, et surtout à chercher de l'aide professionnelle pour digérer le traumatisme d'une relation abusive. Le psychologue qu'elle a rencontré, le docteur Bernard, était un homme gentil et expérimenté qui a immédiatement compris la complexité de sa situation. Marie a recommencé à s'épanouir, retrouvant progressivement la personnalité vibrante et joyeuse que Jean-Luc avait supprimée pendant des années de mariage toxique. Je la voyais renaître comme un papillon sortant de sa chrysalide, et je ressentais une profonde fierté maternelle en voyant son courage à affronter des vérités douloureuses sur son mariage. Chaque petite victoire de sa part, un éclat de rire spontané, une opinion exprimée avec fermeté, une décision prise de manière indépendante, était célébrée silencieusement dans mon cœur comme un miracle de renouveau humain. Le printemps est arrivé tôt à Lyon cette année-là, apportant avec lui une énergie renouvelée qui semblait faire écho aux transformations en cours dans nos vies. Marie a finalement pris la décision que je savais inévitable. Elle a demandé le divorce à Jean-Luc. Et cette fois, c'est elle qui l'a surpris avec des papiers légaux et une détermination inébranlable qu'il ne s'attendait pas à trouver. Je l'ai accompagnée chez l'avocat, non pas comme une mère contrôlante, mais comme une alliée solidaire
offrant un soutien émotionnel pendant un processus si difficile. Jean-Luc a tenté d'utiliser les mêmes tactiques manipulatrices qu'il avait employées avec moi. Mais Marie n'était plus la femme vulnérable et dépendante qu'il croyait contrôler entièrement. Au cours des négociations, j'ai observé ma fille faire preuve d'une maturité et d'une force intérieure qui m'ont rempli d'admiration et de fierté. Elle a obtenu un partage équitable des biens et, plus important encore, sa liberté émotionnelle d'un mariage qui détruisait son essence. Lorsque nous sommes sortis du bureau de l'avocat, Marie m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Merci de m'avoir montré qu'il est possible de se battre et de gagner. » À ce moment-là, j'ai compris que notre épreuve familiale, aussi douloureuse qu'elle ait été, nous avait rendues plus fortes et plus unies que jamais. Aujourd'hui, 6 mois après cet après-midi pluvieux, où Jean-Luc a prononcé ces mots menaçants, je peux dire avec certitude qu'il avait complètement tort dans ses prédictions cruelles. Non seulement j'ai conservé tous les biens qu'Henri m'avait laissés, mais j'ai aussi reconquis quelque chose de bien plus précieux, ma fille et mon estime de moi-même. Marie a déménagé dans un petit appartement charmant, dans le quartier de la Croix-Rousse, où elle a recommencé sa vie avec une énergie et un optimisme qu'elle n'avait pas démontré depuis des années. Nous fréquentons ensemble le marché dominical, nous cuisinons des plats traditionnels français, en riant de vieux souvenirs, et nous prévoyons un voyage en Provence cet été, où nous avons l'intention de rendre visite à Margot et de célébrer notre victoire sur l'adversité. Parfois, lorsque je suis seule à la maison et que je regarde le fauteuil où Henri avait l'habitude de s'asseoir, je sens sa présence approbatrice, comme s'il savait que j'ai affronté la tempête familiale avec la dignité et le courage qu'il a toujours admiré en moi. Jean-Luc a disparu de nos vies comme une ombre dissipée par la lumière matinale, emportant avec lui seulement les leçons précieuses qu'il nous a enseignées sur la résistance à la manipulation et la valorisation de notre force intérieure. La vie m'a prouvé que, même à 68 ans, je suis toujours capable de me battre, de gagner et de recommencer avec grâce et détermination. L'été a apporté avec lui des changements inattendus qui ont complètement transformé la dynamique de notre vie familiale, reconstruite. Marie a rencontré Philippe, un professeur d'histoire de l'art de 10 ans, son aîné, lors d'une exposition au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Il était divorcé depuis 3 ans, père de 2 adolescents qui vivaient avec son ex-femme à Paris, et possédait une sensibilité artistique qui complétait parfaitement la personnalité créative que ma fille avait redécouverte après s'être libérée de Jean-Luc. J'ai observé avec une joie croissante comment Marie s'épanouissait en sa compagnie. Ses yeux brillaient à nouveau lorsqu'elle parlait des conversations profondes qu'ils avaient sur l'art, la littérature et la philosophie. Philippe la traitait avec le respect et la tendresse qu'elle méritait, valorisant ses opinions et encourageant son indépendance d'une manière que Jean-Luc n'avait jamais faite. Lorsque Marie me l'a présenté lors d'un dîner intime chez moi, j'ai immédiatement perçu que cet homme gentil et cultivé représentait un nouveau chapitre d'espoir et de bonheur authentique dans la vie de ma fille. À mesure que la relation entre Marie et Philippe s'approfondissait, j'ai commencé à percevoir des changements subtils, mais significatifs dans ma propre perspective sur la vie et les relations. Maître Dubois, mon avocat, était devenu un ami proche pendant les mois tumultueux, et nos conversations ont naturellement évolué des sujets juridiques vers des thèmes plus personnels et philosophiques. Il était veuf depuis 5 ans, ayant perdu sa femme à cause d'un cancer, et nous partagions des expériences similaires sur le deuil, la solitude et le processus de reconstruction émotionnelle. Au cours de nos promenades dominicales dans le Vieux-Lyon, nous parlions de livres, de voyages que nous aimerions faire et de rêves que nous avions reportés pendant des décennies de responsabilités familiales et professionnelles. Il ne s'agissait pas d'une romance au sens traditionnel, mais d'une compagnie mature et confortable qui comblait un vide dans nos vies sans pression ni attentes irréalistes.
Peu à peu, j'ai compris que la vie avait encore beaucoup à m'offrir et que mon cheminement de redécouverte personnelle ne faisait que commencer et non se terminer comme je l'avais craint au début. À la fin de l'été, Marie et Philippe ont décidé d'emménager ensemble et elle m'a demandé de l'aider à choisir des meubles pour le nouvel appartement qu'ils avaient loué près de l'université où il enseignait. Ce fut une journée magique de shopping et de rire, marchant dans les boutiques d'antiquités du quartier d'Enay, choisissant des pièces qui reflétaient la personnalité de chacun et créaient un foyer accueillant pour leur amour naissant. J'ai observé ma fille avec des yeux de celle qui témoigne d'un miracle. La femme insécure et contrôlée que Jean-Luc avait façonnée avait complètement disparu, remplacée par une version mature, confiante et radieuse d'elle-même. Pendant le déjeuner dans un charmant bistrot, Marie m'a surprise en disant « Maman, merci de t'être battue. Si tu ne m'avais pas montré qu'il est possible d'affronter les tyrans et de gagner, je n'aurais jamais trouvé le courage de quitter Jean-Luc et de découvrir ce qu'est une relation saine. » Ces mots m'ont profondément émue, confirmant que toutes les larmes et les nuits blanches en avaient valu la peine. J'ai réalisé que ma bataille judiciaire n'avait pas seulement porté sur l'héritage ou les principes, mais sur la démonstration à ma fille que les femmes fortes ne se plient pas devant l'intimidation ou la manipulation. L'automne est revenu à Lyon, mais cette fois les feuilles dorées qui couvrirent les rues me rappelèrent le renouveau plutôt que la mélancolie. Maître Dubois m'a invité à un voyage en Bretagne, où il avait l'intention de visiter sa ville natale et de me montrer les paysages maritimes qu'il aimait tant depuis son enfance. J'ai accepté l'invitation avec enthousiasme, réalisant que j'étais prête pour une nouvelle aventure et des expériences qui enrichiraient ma vie de manière inattendue. Le voyage a été révélateur à bien des égards. J'ai découvert que je possédais encore la capacité de ressentir des papillons dans le ventre devant des paysages époustouflants, que je pouvais rire aux larmes avec des conversations spontanées, et que ma capacité à admirer la beauté du monde restait intacte malgré toutes les épreuves affrontées. Nous avons marché le long des falaises d'Étretat, savouré des fruits de mer frais dans de petits restaurants côtiers, et partagé des histoires de nos jeunesses en observant le coucher de soleil teindre l'océan Atlantique de tons dorés et cramoisis. Je suis rentrée à Lyon renouvelée et reconnaissante d'avoir découvert qu'à 68 ans, il était encore possible de créer des souvenirs précieux et des liens humains profonds. Marie et Philippe se sont mariés lors d'une cérémonie intime le printemps suivant, entourés seulement de leurs familles proches et d'amis chers dans la petite église de Saint-Nizier, au cœur du Vieux-Lyon. J'étais radieuse en marchant aux côtés de ma fille jusqu'à l'autel, sachant que je la confiais à un homme qui l'aimait et la respectait véritablement. Pendant la réception qui s'est déroulée dans le jardin fleuri de la maison que Philippe avait hérité de ses grands-parents, aux alentours de Lyon, j'ai observé ma fille danser avec son nouveau mari et j'ai ressenti un bonheur pur et cristallin que je n'avais pas ressenti depuis des années. Maître Dubois, qui était devenu mon accompagnateur officiel pour les événements sociaux, a tenu ma main discrètement lorsque Marie a porté un toast ému, me remerciant de mon courage et de ma détermination pendant les moments les plus difficiles. Ma maman m'a appris que nous ne devons jamais accepter d'être rabaissés ou manquer de respect, peu importe par qui, a-t-elle dit, me regardant droit dans les yeux, avec des larmes de gratitude. À ce moment parfait, sous le ciel bleu du printemps français, j'ai compris que ma victoire au tribunal n'avait été que le début d'un cheminement beaucoup plus vaste de découverte de soi, de guérison familiale et de renouveau personnel. Aujourd'hui, près de 2 ans après cet après-midi terrible où Jean-Luc a prononcé ces mots cruels, je peux affirmer avec une certitude absolue que la vie m'a abondamment récompensée d'avoir choisi de me battre plutôt que de me plier. Marie attend son premier enfant avec Philippe, et je me prépare à être grand-mère avec une joie immense, sachant que cet enfant grandira dans un foyer rempli d'amour, de respect et de valeurs solides. Maître Dubois et moi avons développé une relation complice et affectueuse
qui enrichit nos vies sans la compliquer ou la presser, prouvant qu'il est possible de trouver le bonheur à des stades matures de la vie. J'ai transformé une partie de la maison d'Henri en atelier de peinture, reprenant un hobby abandonné depuis des décennies et découvrant des talents artistiques que je ne savais pas posséder. Quand je me regarde dans le miroir aujourd'hui, je vois une femme forte, épanouie et en paix avec elle-même. Quelqu'un qui a affronté la tempête et en est sortie plus sage et plus courageuse. Jean-Luc n'a rien pu me prendre. Au contraire, sa tentative cruelle m'a forcé à découvrir des réserves intérieures de force et de dignité qui ont complètement transformé ma perspective sur qui je suis et ce dont je suis capable.